Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Débat. Celui d'aujourd'hui décide d'interroger deux textes de loi très importants adoptés par le législateur béninois, des lois qui organisent et façonnent nos relations en République du Bénin. Il s'agit de la loi numéro 2021-11 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme. Et la deuxième loi, la loi numéro 2021-12, modifiant et complétant la loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction, notamment sur la question épineuse, l'interruption volontaire de grossesse. Ce soir, nous abordons ce sujet crucial parce qu'il est soit pas du tout ou peu cerné par nos concitoyens qui se lancent parfois en conjecture. Les violences basées sur le genre et la santé sexuelle et reproductive sont des préoccupations de société et ne devraient plus être des sujets tabous. Ont récemment fait l'objet d'évolutions législatives majeures au Bénin. Les questions que nous nous posons ce soir, est-ce une simple mise à jour ou de véritables ruptures? Quelles en sont les implications concrètes pour les citoyens béninois? Comment ces lois protègent-elles les victimes et garantissent-elles les droits de chacun? Pour en parler et répondre à toutes vos préoccupations, nous avons le plaisir d'accueillir 4 sachants dont les structures ont contribué directement ou indirectement à l'élaboration, l'application ou la vulgarisation de ces textes de loi. Mes invités ce soir, bien Jean-Pierre Wangbe, il est chef de la cellule juridique au ministère de la Santé. Monsieur Wangbe, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Madame Rafiatou Alassane, conseillère technique juridique du ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Madame Alassane, bonsoir. Monsieur Aounou, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci de répondre à mon invitation. Madame Viviane Doremeto Ayosso, chasse-femme d'État à l'Association béninoise pour la promotion de la famille ABPF. Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Maître Josette Attadé, chef pôle des affaires juridiques de l'Institut national de la femme INF. Maître, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci pour votre disponibilité, mesdames et messieurs. Le débat s'ouvre ainsi et je reste avec Maître Josette Attadé pour nous dire un peu le contenu de ces deux textes de loi adoptés par le législateur béninois qui sont très importants dans la vie de nos communautés aujourd'hui. Alors, merci à nouveau de me donner l'occasion et de nous donner à tous l'occasion de nous prononcer sur ces lois. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que 2021 a marqué un véritable tournant déjà dans la législation béninoise et aussi pour les femmes. Parce que 2021 a connu la trilogie des lois du 20 décembre 2021, bien sûr. Et il s'agira aujourd'hui de parler non seulement des infractions commises à raison du sexe, mais aussi de la santé sexuelle et reproductive. Depuis 2021, ces lois ont été vraiment critiquées, vraiment attaquées, et on a fini par comprendre qu'il y a une méconnaissance de la loi, une méconnaissance des précisions de la loi. Alors, les infractions commises à raison du sexe, c'est toutes les infractions auxquelles vous êtes susceptible d'être victime parce que vous êtes une femme. Et ça va aller du mariage précoce, du mariage forcé, de l'excision, du harcèlement sexuel qui vraiment a été un véritable poids dans le cursus scolaire et universitaire de nos filles. Vous avez aussi les autres infractions qui ont été rappelées dans cette loi. Ça va être les coups et blessures volontaires, ça va être les violences conjugales, les violences domestiques qui ont été définies, précisées et réorganisées. On aura le temps de revenir sur chacune de ces infractions-là, de revenir sur leur définition. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, par exemple, depuis 2021, même lorsque la jeune fille qui n'a pas 18 ans fait une fugue, s'installe chez vous, eh bien, c'est un mariage précoce. Même si elle l'a fait volontairement, eh bien, devant la juridiction, le consentement de la victime ne sera pas pris en compte pour dire, puisque c'est elle qui est venue de son plein gré, eh bien, il n'y a pas de souci. Non, la loi est claire, c'est un mariage précoce. Lorsque la jeune fille, l'étudiante, l'élève
donne son accord pour avoir une relation amoureuse avec son professeur, que ce soit son enseignant du primaire, du secondaire ou son professeur à l'université, le consentement de la victime, une fois de plus, ne sera pas pris en compte parce que nous partons toujours du principe que le professeur, c'est d'abord le tuteur, le parent et l'adulte qui est censé mettre les barrières et rappeler les exigences, éduquer l'étudiant. Voilà un peu les précisions qui ont été apportées. Pareil pour l'excision qui pendant très longtemps a disparu au Bénin mais qui revient véritablement en force. Et le moyen de défense que nous entendons devant les juridictions, c'est non, c'est elle-même qui a voulu, c'est elle qui a proposé. Une fois de plus, le consentement de la victime ne pourra pas être pris en compte parce que la loi est claire, l'excision est une infraction au Bénin. Est-ce que le législateur a dit du viol alors? Le législateur précise que la notion clé du viol, c'est le consentement. À chaque fois, lorsque vous avez une plainte pour viol, il faut toujours rechercher le consentement. Est-ce que la victime a donné son consentement à une relation? Et c'est là qu'on va plus loin, le législateur va plus loin. Et depuis 2012, 9 janvier 2012, eh bien, même la femme mariée peut déposer plainte pour viol. Même la victime n'est pas obligée, par exemple, de venir devant une juridiction et de prouver qu'elle s'est battue contre son agresseur. Du moment où elle n'a pas donné un consentement éclairé, libre et éclairé pour une relation sexuelle, eh bien, nous allons parler d'un viol. Des femmes vont vous dire, elles vont venir à l'Institut national de la femme, elles vont dire, c'est vrai, je n'étais pas d'accord, mais puisque c'est moi-même qui ai été chez lui, puisque je savais qu'on était seul ou qu'on serait seul, puisque j'ai accepté son invitation, est-ce que je peux quand même déposer plainte pour viol? La réponse est oui. Est-ce que vous avez dit oui pour une relation intime? Si vous ne dites pas un oui clair, c'est qu'il y a viol. Et aujourd'hui, ni le procureur, ni le juge, ni même l'officier de police judiciaire ne peut plus vous demander est-ce que vous avez dit non clairement? Comment est-ce que vous étiez habillé? Est-ce que quand il vous a invité, vous lui avez dit clairement que vous ne vouliez pas des relations sexuelles? Est-ce que c'est lui-même qui vous a ôté votre vêtement? Ouais. Parfois, la victime de viol ôte elle-même le vêtement, menacée. Et pourtant? Sous pression. Elle va ôter son vêtement. Mais ce sera sans son consentement. Parce qu'elle a peur pour telle ou telle raison. Vous avez des compagnons aujourd'hui, je sais que ce que je dis va choquer, mais vous avez des compagnons aujourd'hui qui vont dire à leur compagne, à leur épouse, à la mère de leurs enfants, ou tu acceptes d'avoir une relation sexuelle avec moi, surtout en cette période de rentrée, ou je ne paye pas la scolarité des enfants. J'ai l'impression que si on doit évoluer dans les... Le viol est une infraction tellement complexe. On prendra toute une journée. Il faut prendre du temps pour comprendre ce que c'est que le viol. Je vais passer rapidement à la deuxième loi, celle sur la santé sexuelle et reproductive. Quand elle a été votée, la première chose que nous avons entendue, c'est le viol, pas le viol, l'avortement a été légalisé. Ce qui n'est pas tout à fait exact. C'est ça. Aujourd'hui, qui meurt d'avortement? Ce sera... l'élève, la petite sœur de 12 ans, 13 ans, qui ne sait pas à qui se confier, qui ne sait pas vers qui aller, qui ne sait pas vers qui demander un conseil, qui ira, comme on dit, à la clôture d'à côté, va se faire conseiller par ses pairs et va mourir. La question est de savoir, est-ce qu'on attend de compter les morts ou est-ce qu'on prend des mesures? Aujourd'hui, l'interruption volontaire de grossesse a été légiférer. Le législateur a mis des barrières, a mis des conditions tellement précises qu'aujourd'hui, oui, nous protégeons la vie. Oui, la vie des mères, des jeunes filles, des femmes qui ne sont pas en mesure d'assumer une grossesse et les conséquences d'une grossesse puissent dire « j'ai décidé de faire une IVG en toute conscience », mais le médecin qui la reçoit, la sage-femme ou l'agent de santé qui la reçoit, eh bien, va lui rappeler les exigences, les conditions à remplir afin de pouvoir bénéficier d'une IVG. Allez, je vous reviens tout à l'heure. Monsieur Jean-Pierre Ouangbe, dites-nous pourquoi la loi relative à la santé sexuelle a été modifiée, notamment sur la question de l'interruption volontaire de grossesse, pour rester sur le même registre que Maître Josette Attadé. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et il faut rappeler, comme vous venez de dire, que c'est une loi modificative. Alors, cette loi est venue modifier l'ancienne loi, mais qui abordait déjà la question de l'interruption volontaire de grossesse suivant 3 conditions.
l'ancienne loi date de 2003 et a précisé que l'on peut interrompre une grossesse et lorsque la grossesse expose la situation et la santé de la femme enceinte. Et donc, c'est le cas d'avortement pour raison thérapeutique où il faut sauver la femme. Ou lorsque le fœtus est atteint d'une malformation incompatible à la vie, on peut également recourir à l'interruption d'une grossesse ou lorsque la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse. Voilà les cas dans lesquels, et suivant la loi 2003, on peut interrompre une grossesse. Mais qu'est-ce qui a été constaté malgré cette loi? Qu'est-ce qui a motivé le législateur à donc davantage élargir ces conditions? C'est parce qu'il est remarqué que tout au moins 200 femmes décèdent par an au Bénin pour raison d'avortement clandestin. Ce que je dis, c'est tout au moins les femmes qui viennent à l'hôpital parce qu'ils ont pris telle chose, telle pilule, ou bien et ils ont fait recours à tel médicament et qui viennent mourir bêtement à l'hôpital. Il y en a qu'on arrive à sauver, les acteurs du système de santé arrivent à sauver, mais il y en a qu'on n'arrive pas à sauver. On arrive à les sauver avec des séquelles. Et donc, quand vous montrez les images de ce qu'on constate en matière d'avortement clandestin, c'est comme si l'avortement clandestin est devenu aujourd'hui monnaie courante. Et pour arrêter cette série-là, il faut alors opérer un choix. Quel est le choix que le législateur a opéré? C'est d'abord permettre à toute personne désireuse d'interrompre une grossesse de recourir au système de santé. Parce qu'avant, on connaissait ces conditions restrictives et on se dit, je ne suis pas dans ces conditions, je préfère recourir à la clandestinité. Et donc, c'est d'abord permettre à tout le monde de recourir au système de santé. Mais attention, recourir au système de santé ne veut pas dire automatiquement on vous donne ce service. Parce qu'il y a tout un protocole qui est lié à ça et la sage-femme pourra vous expliquer ça. Absolument. Et donc, c'est pour d'abord des raisons de santé publique que le choix a été opéré afin que les 200 femmes que nous perdons chaque année pour avortement clandestin et plus, qu'on ne perde plus ces femmes-là et que ces femmes puissent recourir vers le système de santé afin donc de mieux les conseiller et de mieux les orienter. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, l'avancée majeure de cette loi est qu'il y a désormais une nouvelle condition, en plus des conditions citées par la loi 2003, c'est la condition où c'est lorsque la femme est dans une situation de détresse matérielle, professionnelle, éducationnelle ou morale, elle pourra demander ce service. Voyez-vous, ça regroupe pratiquement et tout ce qui peut amener une femme vers la clandestinité. Allez, votre développement m'amène tout droit à l'ABPF et j'ai envie de vous demander quels sont ces types de services qui sont désormais pris en charge dans les structures de santé publique et privée selon la loi et le débat que nous faisons actuellement. Merci, monsieur le journaliste. C'est une très belle question. Et la loi prévoit une prise en charge élargie, à savoir l'accès à la contraception, l'avortement sécurisé dans les limites de la loi, les soins après avortement, le suivi médical en cas de grossesse non désirée, l'accompagnement psychologique et social, l'écoute, l'orientation et les services de santé de reproduction et de la planification familiale. Et je voudrais vous dire, tous ces services publics, dans les centres de santé et dans les cliniques privées agréées. Allez, à l'ABPF, est-ce que vous êtes souvent sollicité? Les sollicitations sont assez nombreuses? Oui, bien sûr. Si vous devez donner par exemple des statistiques, que nous diriez-vous? Je me permets de ne pas les donner. D'accord. On aura une autre occasion.
pour étaler tout cela. Dans tout cela, c'est le ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui doit se sentir très heureux, n'est-ce pas? J'ai envie de vous demander pourquoi le Bénin a fait évoluer la législation sur les VBG aujourd'hui. Effectivement, monsieur le journaliste, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance se sent reconforté dans sa position avec l'INF à ses côtés, le ministère de la Santé également, et puis les autres partenaires qui viennent dans une synergie d'action concourir à une meilleure protection de la femme en République du Bénin. Alors, Maître Attadé, dans son exposé, a commencé par nous donner le contenu de la loi 2021. Mais d'où on a quitté et qu'est-ce qui nous a amené à la loi 2021-11 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe. 3 éléments de contexte à préciser. Il faut commencer par dire déjà que depuis l'année 1990, avec l'avènement de la Constitution du 11 décembre 1990, le constituant béninois a opéré un choix, celui de réduire considérablement les inégalités liées au sexe. Et c'est dans ce choix-là que déjà, dans la loi fondamentale, le principe de l'égalité des sexes a été consacré. Cette volonté du constituant béninois a été réaffirmée en 2019 avec l'avènement du gouvernement de 2016 qui, également dans la Constitution, a prévu des discriminations positives, cette fois-ci, au profit de la femme. Quand on met à côté l'évolution législative, quand on se réfère également à la volonté du gouvernement de mieux recadrer le système de développement de notre pays, sa volonté claire, affichée déjà dans les différentes politiques que nous avons, les politiques de développement, dans les différents plans de développement nationaux que nous avons, le Bénin a fait l'option de mettre au cœur la question de la protection de la femme. La protection de la femme est devenue alors une priorité nationale pour l'État béninois depuis 2016. Puisque c'est une priorité nationale pour nous, car notre bien vivre ensemble, notre développement en dépend. On ne peut pas accéder à un développement si on fait le choix d'exclure plus de 50% de la population, si on fait le choix de marginaliser plus de 50% de la population. La femme a son mot à dire. La femme contribue à l'éclosion de l'économie nationale, alors il faut lui assurer en tout lieu une sécurité. C'est dans cette optique-là que, en 2021, le législateur a fait le choix de renforcer tout l'arsenal juridique qui existait en cette matière. Alors la loi 2021 est venue corriger une défaillance claire. Autrefois, avec la loi 2011-26, qui est une mesure également de protection de la femme, mais avec la loi 2011, la femme victime d'une quelconque violence ou d'un abus n'avait pas à ses côtés une institution forte pour l'accompagner devant la juridiction, n'avait pas à ses côtés une institution forte qui puisse même se substituer à elle lorsqu'elle aurait subi en arrière-plan des menaces ou face à des pesanteurs que nous connaissons, lorsqu'elle aurait exprimé des craintes pour s'exprimer. Aujourd'hui, avec la loi 2021, ces dysfonctionnements, sinon ces limites ont été corrigées. L'INF est là, la loi lui a donné une belle place pour rester en justice à côté de la victime et même lorsque la victime se serait désistée de son action. C'est une mesure forte pour marquer une tolérance zéro face aux violences commises à raison du sexe. Alors, c'est vrai, sur le terrain, les gens nous ont toujours dit, chaque fois c'est la femme. Pourquoi toujours la femme? J'ai coutume de dire, et c'est un principe juridique, la loi a une portée générale. Puisque la loi a une portée générale, elle protège tout citoyen sur le territoire béninois. Alors, la loi 2021-11 concerne aussi bien la femme victime que l'homme victime. Ce qui ne se dit pas très souvent. Ce qui ne se dit pas très souvent. Et je comprends pourquoi est-ce que ça ne se dit pas. Quand on interroge les statistiques, on voit que les victimes de ces violences
les femmes représentent 89% des victimes de ces violences. Donc, tout de suite, on est pressé de leur apporter la sécurité qu'il faut, la sécurité institutionnelle, la sécurité juridique. Donc, à chaque fois, vous savez, même dans nos familles, c'est l'enfant qui a de ces difficultés que les parents protègent le plus. C'est ça. Mais cela ne veut pas dire que les autres enfants ne sont pas désirés. Vous avez bien l'homme que la femme sont protégés par la loi. Vous avez complété les explications que nous avons entendues de la part des autres invités. Mais je reste avec vous pour aborder les dispositions spécifiques, surtout la question du mariage précoce. Alors, c'est une question cruciale, le mariage précoce. Voyez-vous, avec le code des personnes et de la famille, il était permis que l'enfant mineur aille ou contracte mariage avec l'autorisation parentale. Maître Attadé a dit qu'en 2021, nous avons eu l'entrée en vigueur de 3 lois. Les 2 premières, on a fait le tout, mais la 3e, qui est la 2021-13, qui, elle, est venue modifier le code des personnes et de la famille, a mis une interdiction formelle sur le principe du mariage des enfants. Alors, dans son article 123, il est clairement dit, l'article 123 nouveau, oui, il est clairement dit que le mariage est contracté entre un homme d'au moins 18 ans et une femme d'au moins 18 ans. Point final. Il n'est plus question désormais de donner ou de solliciter une quelconque autorisation parentale pour envoyer l'enfant mineur au mariage. Et cela s'explique d'ailleurs. L'enfant mineur ne saurait être fiancé. La loi également l'a dit dans les dispositions de l'article 119 nouveau. Alors, pourquoi on est allé là? J'ai déjà dit dans mon exposé que le gouvernement béninois a affiché une volonté claire à accéder au développement. Pour accéder au développement, il faut offrir l'instruction, il faut offrir l'éducation et il faut l'offrir aussi bien aux jeunes garçons qu'à la jeune fille, parce que tous les deux concourent au même objectif, à l'atteinte de ces objectifs-là. Alors, la petite fille, désormais, elle n'est plus celle-là qui va porter sur ses frêles épaules les difficultés de la vie familiale, les difficultés de la vie. Qu'on la donne en mariage précocement pour amener de l'argent aux parents, pour subvenir aux besoins de la famille. On a coutume de l'envoyer en mariage parce que dans la famille, on a des difficultés et que dans la communauté, il y a un bon samaritain qui vient chaque fois à la rescousse de la famille. C'est à la petite fille qu'on dit, voilà, tu quittes le système éducatif, tu quittes la formation pour aller vers ce monsieur qui s'est montré généreux vis-à-vis de la famille. On l'envoie en mariage précocement. C'est encore la petite fille qu'on dit, bon voilà, tu vois, l'école, ça ne marche pas. Mais pourquoi est-ce que l'école ne marche pas? Elle vient de l'école pendant que son frère garçon a son cahier, en train d'apprendre ses leçons. C'est elle qui doit courir rapidement, aller aider maman à la cuisine ou même aller aider maman dans son commerce. On a vu des petits enfants, les petites filles qui sortent de l'école à midi, on leur met des étalages de tomates, de piments, de n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a également de petits garçons qui le font. Il y a des petits garçons, mais beaucoup plus les filles. Je ne veux pas vous laisser aller plus. On va essayer de suivre cet élément que nous avons apprêté pour vous au niveau de Canal 3 grâce à la collaboration avec UNICEF. Nous allons suivre ensemble et on revient pour faire le débat. C'est le frère de notre papa qui veut me forcer pour me faire mariage forcé. Et notre maman a refusé. Et quand notre maman a refusé, et le frère de notre papa a dit que forcément qu'ils vont me faire mariage là. En même temps, et ma maman est partie voir son frère. Et quand ma maman est partie voir son frère, en même temps, et son frère est venu au CPS. Quand elle est venue au CPS, ils ont raconté ce qui s'est passé. Et puis,
avec le chef sont venus dans notre village. Après ça, et le gars m'a pris pour m'amener sur lui. Quand ils sont en train de me chercher, jusqu'à ils ont fait convocation plus de 4 fois. Et ils n'ont pas venu. Et le 5e fois, c'est le chef même qui a envoyé ça. Et il a amené ça même. Et puis c'est en ce temps que le gars m'a amené chez moi. Aujourd'hui, toi, tu as quel âge? Maintenant, j'ai 17 ans. Oui. Et au moment où les choses se passaient, tu avais quel âge? J'ai 14 ans. Et comment toi-même tu te sens aujourd'hui, le fait de te retrouver en apprentissage? Je me sens à l'aise, je suis fière d'apprendre un métier pour que demain j'aurais fait quelque chose de ce que j'ai besoin et de construire mon avenir. Le mariage d'enfants pour toi, c'est une bonne chose ou bien une mauvaise chose? Une mauvaise chose. Pourquoi tu dis que c'est une mauvaise chose? Parce que si tu n'as pas l'âge, et aussi on te marie là, tu vas souffrir. Quel message, qu'est-ce que tu as envie de dire aux papa et maman qui forcent les filles à se marier? J'ai envie de les dire que, parce qu'il y a d'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils sont pauvres, c'est pour cela. Ils forcent les enfants pour les marier. Parce que les autres sont pauvres. C'est pour ça qu'ils forcent les enfants pour les marier. Je veux dire à les parents qui forcent pour faire les mariages forcés que n'ont qu'à laisser, que n'ont qu'à éviter ça, que ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. Avant que tu ne te retrouves ici, plusieurs personnes comme Educo, UNICEF et autres partenaires ont soutenu ton apprentissage, les frais de contrat et tout. Qu'est-ce que tu veux dire en guise de remerciement à ces gens-là qui t'ont soutenu? Je veux les remercier abondamment, que Dieu les bénisse pour que leur travail évolue. Et puis, ils vont nous aider aussi, autres personnes comme moi. Quand ils m'ont aidé là, ils vont aider les autres. Jean-Pierre Wangbe, j'ai envie de vous demander pourquoi certains hommes n'accompagnent pas la dynamique, disons, qui doit interrompre ces genres de processus, ces genres d'actes que nous observons dans nos communautés, parce que dedans, justement, la petite fille, elle a dit que c'est son oncle qui a occasionné, qui a encouragé tout cela. Comment on peut l'expliquer? Ce serait difficile pour moi d'être porte-parole ou d'interpréter ce comportement de la part de certains hommes. Mais ce que je tiens à dire en suivant cet élément, c'est que j'ai d'abord la chair de poule en suivant ça. Et en principe, aucun homme ne peut souhaiter que son enfant soit traité ainsi. Et donc, il est temps pour les hommes qui essaient de couvrir, parce que certainement la fille et son papa n'existent plus, ou bien c'est lui qui est aujourd'hui tuteur, qui est en charge la fille, ou bien pour raison de pauvreté et autres, on veut coûte et coûte céder en donnant donc sa fille en mariage forcé. Il est temps donc de cesser, parce que avec les répressions et également de plus en plus
parce qu'on dit c'est la culture qui encourage ça. Mais aucune culture n'encourage cela. En tout cas, aujourd'hui, tous ceux qui sont non seulement impliqués de près ou de près sont à sanctionner. Il y a une forte répression sur ça. Il est vrai, les raisons de pauvreté ne peuvent en aucun cas justifier donc qu'on donne sa fille en mariage, et également les raisons de pression sociale et telle chose, les raisons culturelles ne peuvent pas donc justifier qu'on donne sa fille en mariage. Donc, je ne trouve aucune raison par rapport à cela, et j'invite et tous les hommes, donc que ce soit hommes que femmes aussi, hein, qui s'impliquent dans ces mariages à cesser, et j'invite tous les acteurs qui sont au courant de ces informations à dénoncer. Allez, INF, choqué, hein, c'est sûr, par cet élément qu'on vient de suivre. Très choqué. Et ce sur quoi je voudrais vraiment attirer l'attention, c'est que le mariage forcé, le mariage précoce, ce n'est que la face émergée de l'iceberg par rapport à toutes les autres infractions qui en découlent. C'est ça. Faites-vous plus clair. La petite fille qui est mariée, déjà, la nuit de noces, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce sera un viol. Et quand elle va se débattre, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera des coups et blessures. C'est ça. Quand elle va vouloir s'enfuir le lendemain, ce sera de la séquestration. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est marié et que tous les soirs on est violé? Elle finira par tomber enceinte et ce sera une grossesse précoce. Elle sera déscolarisée. Elle va avoir 2, 3, 4 grossesses tellement enchaînées qu'elle sera plus vieille, parfois, que sa mère. Elle n'aura pas d'activité. Elle ne sera pas épanouie. Génératrice de revenus, ce qui fait qu'elle va rester là. Il n'y a aucune porte de sortie, aucune issue. Parce que lorsque vous avez une femme qui vient d'avoir 18 ans, malheureusement c'est tellement légion, qui vient d'avoir 18 ans, qui a été mariée à ses 14 ans, qui est mère de 4 enfants, à charge, tous véritablement au bas âge, qui a du mal à se nourrir, qui est avec un homme qui la bat, qui est peut-être polygame, qui avait déjà 2, 3 femmes, eh bien ce sera toujours un cercle vicieux. Ce sera toujours, j'ai envie de partir, mais si je pars, c'est pour aller où? De toute façon, si je retourne chez mon père, il n'y a plus de place pour moi. Je vais rester pour les enfants en espérant que ça ira chaque jour de mieux en mieux, sans oublier les plus vieilles épouses, les enfants des plus vieilles épouses qui sont parfois plus âgés que la dernière épouse. Ce sera la violence de l'époux, la violence des autres épouses, la violence des enfants aînés de son mari, et ça va se faire ainsi de suite. Pourquoi la femme reste pour ses enfants? Qu'est-ce que mes enfants vont manger? Qui va les scolariser? Comment ils vont avancer? Mais des enfants qui grandissent dans un terrain fertile à la violence, dans un terrain où tout est prêt pour la violence, eh bien les statistiques sont claires, ils sont appelés à reproduire le même schéma, et ça va être à chaque fois le même cercle qui va se présenter. C'est cela. Allez, dans notre société, je vais y revenir, Madame Ayosson, dans notre société, lorsqu'il y a quelques cas où des femmes ou des filles chopent des grossesses qui ne sont pas désirées, des grossesses qu'on les oblige à apporter, mais qui viennent quand même vers vous, est-ce qu'il y a des conditions, les dispositions qui sont prises pour assurer un avortement sécurisé pour ces patientes-là qui viennent vers vous pour les demander? Bien sûr, monsieur le journaliste, et toutes les dispositions sont prises pour toutes les personnes qui arrivent vers nous. Et je répète, l'avortement sécurisé dans les limites de la loi. Celles qui viennent pour la demande d'avortement sécurisé dans les limites de la loi. Et on essaie d'apporter un soutien psychologique. Et les dispositions sont prises. Il y a le ministère de la Santé qui a mis à notre disposition les protocoles de service que nous suivons rigoureusement. Surtout ça, nous suivons rigoureusement. Et mieux, nous essayons de comprendre le contexte dans lequel c'est arrivé. Et ensemble, on essaie de développer avec ces personnes les plans de réduction de risque. Et pour finir, après l'intervention
nous proposons les services de planification familiale pour essayer de les mettre à l'abri de ces situations-là. Voilà, merci. Allez, je me tourne vers maintenant le ministère des Affaires sociales. Madame, si tout le monde était bien informé de ces dispositions, si on connaissait tous la loi, peut-être que nous n'enregistrerions pas ces genres de situations dans nos communautés. Et c'est pour cela que récemment, aux côtés du Conseil économique et social, vous avez fait des tournées dans les départements. Alors, tout cet arsenal-là, sur le terrain, comment est-ce que les sensibilisations se font pour que nous ayons très peu de phénomènes comme ça que nous enregistrons dans notre société? Merci pour la question. Vous savez, les lois, elles existent. Le législateur qui a pris ces lois, bon, malheureusement, on va le dire, parfois ignore le contenu de la loi. Parfois, je dis bien parfois, si le législateur qui a pris la loi lui-même, il peut arriver qu'il ignore la loi, la population en général, il faut lui apporter l'information. Comment est-ce que nous faisons? Avant d'abord l'initiative salutaire du Conseil économique et social, l'INF a eu des séances de sensibilisation. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a également eu des séances de sensibilisation et d'ailleurs continue les séances. Nous avons fait le tour du Bénin, nous sommes allés dans les départements, nous sommes allés dans les arrondissements, nous sommes allés au cœur de la communauté rurale pour parler de ces textes de loi. Quelle est l'approche que nous avons adoptée? Nous avons identifié plusieurs cibles dans les marchés, dans les centres de formation, dans les écoles, dans des universités, dans des collèges et lycées. En dehors de cette stratégie, nous avons également identifié dans la communauté les leaders religieux, les leaders traditionnels, qui eux-mêmes ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de ces lois-là. Alors, toutes ces cibles-là ont été impactées. Nous communiquons aussi bien en langue du milieu qu'en langue française, qui est notre langue de travail. Alors, après ces séances de sensibilisation que ces acteurs-là ont organisées, le ministère des Affaires sociales, avec ses structures déconcentrées, les directions départementales, les GUPS, les guichets uniques de protection sociale, continue la sensibilisation, surtout en stratégie avancée. C'est ça. Alors, le CES a sollicité les deux ministères, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales, pour également accompagner la dynamique d'apport de l'information et surtout la bonne information à la population. Et cette initiative a vraiment été accueillie et positivement. C'est parce que certains ont dit mais que vient chercher le Conseil économique et social dans une affaire de vulgarisation de loi, dans une affaire de violence faite aux femmes, et ainsi de suite. C'est ce qu'on a écouté par ailleurs sur les réseaux sociaux. Oui, certains l'ont dit, mais certains qui ont dit quelle est la proportion. Je ne ferai pas polémique, mais il faut dire qu'avec les réformes, le Conseil économique et social a également eu une attribution forte qui est celle de faire connaître les différentes lois de la République au sein de la population. C'est ça. Et c'est en se conformant à cette réforme-là que le Conseil économique et social a sollicité les expertises qui existaient déjà pour l'accompagner dans sa mission régalienne, qui est une mission républicaine. Et c'est une œuvre à saluer. Le ministère des Affaires sociales et les autres structures, l'INF, nous ne pouvons pas couvrir toute l'étendue du territoire national. Il faut alors que chacun, au regard de ses attributions, apporte sa part pour que, enfin, sur le territoire national, on comprenne que la tolérance zéro contre les violences faites aux filles et aux femmes est une réalité. Le gouvernement du Bénin n'a pas l'intention de blaguer avec la question. Puisque finalement, lorsqu'on prend par exemple le cas des grossesses sur des mineurs par exemple, il y a
des protocoles qui définissent que les parents également interviennent pour donner leur accord et qui est très cher au ministère de la Santé, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Et en matière donc de la prise en charge des mineurs qui sont enceintes, lorsqu'il est pensé une interruption volontaire de grossesse sur une personne mineure, et les tests recommandent que les parents, que la demande émane des parents. Mais la particularité ici, ce n'est pas parce que la demande émane des parents qu'il faut recourir systématiquement à l'interruption volontaire de grossesse. Non, le législateur protège à nouveau cette fille mineure en disant, à partir du moment où tu es déjà enceinte, ton avis, ton consentement doit être préalablement recueilli avant tout recours à l'interruption volontaire de grossesse. Parce que il est avéré qu'il y a des tuteurs qui font pression sur la fille mineure pour donc qu'elle puisse céder donc à une interruption de grossesse. Mais avec cette disposition, la fille mineure a son avis à donner et lorsque son consentement est non, je garde ma grossesse et que l'agent de santé estime que sa santé ne peut pas être altérée avec cette grossesse, eh bien, c'est l'avis de la fille mineure qui sera donc prise en compte et donc cette grossesse ne peut pas donc être interrompue. Et donc, vous convenez avec moi que cette loi vient pour reconforter cette femme-là qui est enceinte et pour protéger davantage la fille qui est enceinte et qui souhaite donc garder donc sa grossesse. Allez, au cours de la tournée, nous avons eu un élément du président du Conseil économique et social qui a fait le tour des réseaux sociaux, qui a suscité une vive polémique. Je m'en voudrais de ne pas partager ce message avec vous pour qu'on fasse un tour de table sur le sujet. Nous allons, avec la complicité de la régie, suivre ce message. Ça fait à peine 1 minute et on revient. C'est fini désormais au Bénin. Il ne sera plus possible de frapper une femme, tout simplement parce qu'elle est allée voir dehors. D'ailleurs, autre chose, qu'est-ce qu'on dit à une jeune fille qui a été violée et qui est enceinte? Doit-elle garder la grossesse ou doit-elle avorter? Nous allons faire une tournée. Le CES va passer dans tous les départements du Bénin pour qu'on en parle. Rendez-vous à Savalou, à Boïcon, Porto Novo, à Zové, à Parakou, à Kandi, à Djougou, etc. Nous allons passer dans tout le Bénin pour en discuter avec vous. Mais on commence déjà dès ici sur Internet. Donnez-moi votre avis, des lois existent. Qu'est-ce que vous en pensez? Les avis ont été très chauds. Quand vous avez suivi un peu ce cocktail de réaction, qu'est-ce que cela vous a inspiré, Maître Josette Attalé? Alors, ma réaction a été de sourire, parce que je me suis demandé si les mots du président ont été écoutés, ensuite s'ils ont été entendus, et enfin s'ils ont été vraiment compris. La loi, je pense, elle est claire. Plutôt que d'entrer dans des détails qui iront de nos coutumes à nos valeurs, il faut se poser des questions sur le contenu de la loi et sur ses implications. C'est ça. La loi, elle est claire. Vous ne pouvez plus aujourd'hui frapper une personne. Même votre enfant, vous ne pouvez plus le frapper. Vous ne pouvez plus frapper votre domestique. Enfin, frapper en griffe, on peut donner de petites corrections pour amener l'enfant à changer, c'est ça? Janvier, justement, la loi n'a pas parlé de petites corrections. Une correction est une correction. Une violence physique est une violence physique. Voilà pourquoi je précisais tout à l'heure, nous n'allons pas entrer dans nos valeurs et dans nos règles de chez nous, comme on dit. Mais la loi n'a pas fait d'exception. La loi n'a pas dit... J'interdis désormais de frapper, sauf pour les cas d'adultère, ce que le Béninois lambda n'aime pas entendre, sauf pour les cas de sorcellerie, sauf pour les cas de vol, de mensonge. La loi n'a pas fait d'exception. Il ne faut pas créer les exceptions lorsqu'elles n'existent pas. À l'Institut national de la femme, nous avons déjà déposé des plaintes contre des personnes qui, parce qu'ils ont vu une vieille femme errer, ou ouvrir leur portail,
l'ont battu et ont estimé que c'est une sorcière qui est tombée de son parachute et qui est venue parce qu'on a suffisamment imploré les mânes de nos ancêtres ou qu'on a crié feu de Jésus, elle a perdu ses ailes, elle est tombée, on l'a battue. Ce sont des plaintes qui ont été déposées. Des parents ont été rappelés à l'ordre pour avoir battu leurs enfants. Il n'y a aujourd'hui rien qui justifie qu'une femme se fasse battre par son compagnon ou par la belle famille, oui, j'ose le répéter, simplement parce qu'elle est allée voir ailleurs. La question n'est pas aller voir ailleurs. La question c'est, rien ne le justifie. Et que ce soit pour l'adultère ou que ce soit pour quelque raison que vous auriez choisi, la loi demeure la même. Vous ne pouvez plus battre quelqu'un. Alors, quand moi j'ai écouté, je me suis posé une question. Quand ça arrive comme ça, sous le coup de la colère et tout, à la longue, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a fini de contenir sa colère et tout? Vous avez une femme qui est allée voir ailleurs. Que recommande la loi? Le choix est clair. Vous êtes fâché, vous avez respiré, vous êtes revenu en de bons états. Ou vous divorcez ou vous continuez. Si vous avez envie, si vous estimez que vous avez la capacité de pardonner, que ce soit une femme ou un homme, parce que reconnaissons-le, il y a des hommes aussi qui sont battus dans leur foyer, reconnaissons-le, que vous décidez de rester avec votre conjoint, je préfère le dire comme ça, conjoint adultère, c'est votre droit. Si vous estimez que vous n'êtes pas à même de pardonner l'adultère, vous divorcez. Mais en aucun moment, les coups ne saurait être un moyen pour régler la question. D'accord. Ministère des Affaires sociales et de la microfinance. J'ai envie de vous écouter sur ce sujet. Maître Attadi a dit que les gens ont écouté, enfin, qu'ils ont entendu et tout, enfin, les mots qu'elle a utilisés, j'ai du mal à les répéter exactement. Mais est-ce que vous avez l'impression, avec toute la polémique que ces propos ont créé, que les gens n'écoutent pas et ne prennent que les parties qui les intéressent lorsqu'on fait de telles déclarations? Alors, avant de répondre à votre question, il faut que je précise, nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, nul n'a le droit de se faire justice. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu dans votre maison à voler que vous avez le droit de le battre. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu dans votre maison à casser votre pare-brise ou à faire tel ou tel autre acte que vous estimez constitutif d'une infraction que vous avez le droit de lever la main. Ça, c'est clair. Dans un état de droit, ce n'est pas à tolérer. Si ce n'est pas à tolérer dans un état de droit, pourquoi alors on va vouloir qu'une femme qui aurait commis l'adultère soit battue? Non, mais il y a des cas aussi. J'ai envie de dire, quelle est la règle qui l'autorise? Absolument pas. En tout cas, soyons clairs, selon la législation béninoise, lorsqu'une femme commet un tel acte, on n'a pas le droit de lever la main sur elle. Et Maître Attadi l'a si bien dit, soit vous choisissez de continuer avec elle ou vous divorcez. C'est bien cela. C'est bien cela. C'est bien clair. C'est bien clair. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que ces nouvelles dispositions dont on parle depuis quelques minutes ont transformé les relations entre l'homme et la femme? Alors, mais la question, oui, vous voyez, l'élément qui vient de passer montre que les habitudes ont la peau dure. Les habitudes ont la peau dure et puis chaque fois qu'il y a de changements, chaque fois qu'il y a de nouvelles choses, de nouvelles règles, tout le monde ne l'accueille pas avec enthousiasme. Ça se comprend. C'est dans l'ordre normal des choses. Il faut observer un temps, d'autres disent même qu'il faut une génération pour qu'on puisse constater l'impact de ces dispositions. Mais avec ces lois de 2021, pour qu'on puisse apprécier l'impact de ces dispositions, je vais prendre 2 exemples. Allez-y. Alors, je rentre dans un cadre de formation, je rentre dans un cadre d'éducation, dans un cadre d'apprentissage. Aujourd'hui, on sait désormais que dans nos lycées et collèges, dans nos centres de formation, dans nos ateliers, parce que quand on parle de relations enseignants-formateurs, c'est y compris le système artisanal, ceux qui sont dans les ateliers de formation. On sait désormais que celui qui est dans une position d'apprenti ou dans une position d'apprenant,
les relations sont désormais interdites. Et maintenant, les plaintes qui venaient autrefois de ces milieux professionnels, de ces milieux de formation, certes, n'ont pas complètement disparu, mais ça a régressé considérablement. L'enseignant, c'est déjà une satisfaction. C'est déjà une satisfaction. On apprend dans la société, l'homme dit, voilà, vous avez maintenant votre gendarme, on ne peut plus lever la main sur vous, vous êtes protégé. Ça veut dire que même dans la communauté, ces lois-là sont entendues et on est en train de les intégrer dans nos habitudes. On sait désormais qu'on ne va plus lever la main sur son conjoint n'importe comment. On sait désormais que ce n'est pas parce qu'il est dans une position d'infériorité, parce que quand on parle de conjoint, je parle aussi bien de la femme que l'homme. Dans nos centres de promotion sociale, nous avons enregistré des cas de violence sur les hommes. Donc tout le monde est concerné. On sait désormais que dans la famille, ce n'est pas parce que je suis l'homme ou ce n'est pas parce que je suis le plus fort que j'ai le droit d'imposer ma position, que j'ai le droit de faire vivre à l'autre toutes les formes de violence. Donc ça prend du recul. Voilà. Ça ne va pas être tout de suite je sais pas, on va pas enregistrer un acquis, on ne dira pas tout de suite que tout est terminé, mais progressivement, on observe des cas de recul dans ces milieux-là. Viviane Dokhemeto Ayosso, il y en a qui sont dans des cas pénibles, qui ont envie de recourir à vos services, mais qui se demandent, quand je veux me porter vers ces femmes-là, est-ce que tout ce qu'on va dire va rester dans une sorte de confidentialité? Quelle assurance vous donnez quant à cette crainte-là? Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai, tous les actes médicaux et les soins infirmiers obstétricaux sont couverts sous le sceau de la confidentialité. Donc, je voudrais rassurer les personnes qui sont dans le besoin de ne rien craindre. Et il y a la loi qui protège leur intimité et leur accorde un soin discret. La loi impose le respect médical par tous les professionnels de la santé et la protection des dossiers médicaux, c'est-à-dire les dossiers médicaux sont bien sécurisés. D'accord. Il y a les consultations qui sont individuelles, sans présence non autorisée. Il y a aussi l'interdiction surtout de ne pas divulguer à la famille ou à la communauté sans le consentement de la patiente. Alors, votre mot de la fin, nous sommes au thème de cette émission. Merci. Je voudrais une fois rappeler que dans les centres de santé et dans les cliniques privées agréées, qu'il y a le service de qualité et de sécurité. Et aussi rappeler pour toute préoccupation liée à la santé sexuelle et reproductive de bien vouloir se rapprocher des centres de santé pour avoir la bonne et vraie information. Merci. À propos de Viviane Dokhemeto Ayosso, elle est sage-femme d'État, s'il vous plaît, à l'Association béninoise pour la promotion de la famille. Jean-Pierre Wagbe, pour terminer, quels sont ces aspects-là juridiques de protection qui sont prévus par la loi en cas de discrimination d'une demanderesse de services d'avortement sécurisé? J'y tiens beaucoup. Ok, merci beaucoup, merci. Mais avant de répondre à cette préoccupation, permettez-moi de dire un mot sur les propos du président du CES, parce que ces propos ont été perçus comme s'il faisait la promotion de l'adultère. Pas du tout, ce n'est pas ça. Il était juste en train de donner un exemple pour illustrer que aujourd'hui, aucune raison ne doit justifier une violence, que ça soit physique ou morale, à l'endroit de la femme. Et donc, il a juste donné un exemple pour illustrer cela. Peu importe la motivation, aucune raison ne doit justifier qu'on puisse battre une femme. Alors, quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour protéger les demanderesses du service? Elle a rappelé la confidentialité, mais il y a également le secret médical qui tout le monde connaît, on sait que, attention, mais au-delà de ça, avant de donner, en ce qui concerne les centres privés, avant de donner un agrément, puisque le législateur a
demander que les centres privés qui doivent donc donner le service d'avortement doivent bénéficier, en plus de l'agrément d'ouverture, d'un autre agrément. Avant de donner cet agrément, on s'assure de ce qu'on a mis en place. Ce centre a mis en place tout pour respecter la confidentialité. Et donc, voilà là les quelques mécanismes qui sont mis en place pour protéger ceux-là. Et si jamais il y a, parce que ça peut arriver, si jamais on constate qu'un agent de santé viole le secret médical, il y a également des sanctions qui tombent. Et je peux vous rassurer que des acteurs ont été durement sanctionnés pour telle ou telle chose, même lorsque ils font cas donc des propos que leur client ou et la personne qui vient en consultation leur aurait dit et qui n'a même pas de lien avec donc le soin donné. Et donc c'est dit que la protection est une protection globale et il y a un suivi permanent en ce qui concerne cela. Josette Attalé. Alors, je voudrais rappeler que la loi, elle est assez précise, elle est claire et lorsqu'on la lit, qu'on ne la comprend pas, il vaut mieux se rapprocher de professionnels. Il y a le ministère de la Santé, le ministère de la Microfinance, l'Institut national de la femme, qui peuvent renseigner, éclairer véritablement sur les thèmes de la loi. Mais la loi est de notre côté, il ne faudrait pas se tromper d'adversaire. Voilà. Et puis, Madame Rafiatou Alassane, du ministère des Affaires sociales et de la Microfinance, pour terminer. Alors, je dirais 2 mots. Aujourd'hui, les lois existent. Le gouvernement a fait sa part. Il nous reste, nous, acteurs de protection. Il nous reste, nous, population, nous, communautés, leaders religieux, leaders d'opinion et tous les autres acteurs qu'on rallie vraiment la dynamique. Aujourd'hui, sur le territoire béninois, la femme a une place, une meilleure place. Il n'est plus question qu'elle soit violentée. Les violences à son égard, les violences à l'égard de la petite fille sont désormais bannies sur le territoire national. Tous ceux qui sont en train de traîner le pas, c'est le moment pour eux de rallier la dynamique puisque notre vivre ensemble, notre bien vivre ensemble en dépend. Voilà. Je vous remercie. Merci à chacun et à tous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Autour de moi, j'avais Jean-Pierre Wangbe, chef de la cellule juridique du ministère de la Santé, Madame Rafiatou Alassane, conseiller technique et juridique du ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, Madame Viviane Dohemeto Ayoson, sage-femme d'État à l'Association béninoise pour la promotion de la famille, et puis Maître Josette Attalé, chef pôle des affaires juridiques à l'Institut national de la femme. C'était le débat de ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.